Dans la bouteille. Chapitre final. Après une attaque mystique dans la nuit, j'ai préféré partir avec ma mère. Malgré les recommandations du prêtre, je ne pouvais plus supporter de rester dans ma propre maison une heure de plus. Ma coépouse Halima et ma grande sœur Koné étaient devenues une menace très sérieuse pour moi. Ma mère, ce jour-là, a renié sa fille Koné en la sachant mêlée à ses pratiques occultes. Une fois en sécurité chez ma mère, le prêtre arriva et me dit que mon mari était maintenant en danger car je l'avais laissé dans la gueule du loup. Ma mère ne partageait pas cette pensée et me défendait. Selon elle, Kofi était en partie le grand responsable de tous mes malheurs et ne méritait aucune protection du prêtre. Maman était très sanguine et voulait des résultats immédiats. Elle me dit « Madiba, dans quelques jours, on va aller au village régler cette affaire. J'en ai assez des prières inefficaces de ce prêtre. » 2 jours plus tard, nous voici, ma mère et moi, dans un autocar en direction du village de mon grand-père maternel. Madiba, nous allons voir le chef du village. C'est un initié au Bouiti, la magie blanche des pygmées. Elle est réputée pour être l'une des plus puissantes d'Afrique. Le prêtre à côté, c'est un enfant de cœur. Le chef nous a reçus dans une case en paille. Il m'a rasé la tête et me l'a enduite d'une huile verdâtre qui sentait le citron et l'huile de palme. J'ai ensuite ingurgité un breuvage au goût fort amer qui m'a fait convulser. Je suis tombé dans les pommes. Bien qu'ayant perdu connaissance, je me suis retrouvé en esprit dans mon salon. J'ai traversé les murs et suis arrivé dans la chambre de Kofi. Il était en position de prière, mais avec les mains entravées par de lourdes chaînes. Halima et Koné lui fouettaient le dos avec un balai traditionnel. Mon mari pleurait et saignait. Il m'appelait au secours. Lorsque j'ai voulu me rapprocher de lui, les 2 femmes se sont arrêtées de le fouetter et ont regardé vers ma direction d'un air effrayé. Elles sont rapidement sorties de la pièce. Je ne sais pas si elles m'ont vu ou ce qu'elles ont vu, mais ma présence en esprit leur a fait peur. À mon réveil, le chef m'a donné une poudre blanche, semblable à un mélange de sel et d'épices. Il m'a dit de rentrer chez moi et de jeter la poudre par-dessus mon épaule dès que j'aurais passé la porte. Après cette séance, je me sentais légère et forte. Les esprits qui étaient légion en moi et qui me hantaient n'ont pas osé se manifester pendant cette cérémonie du Bouiti. Après s'être reposés, ma mère et moi reprîmes la route pour la capitale. Ça allait chauffer pour ces 2 diablesses de Koné et Halima. De retour en ville, je suis d'abord resté chez ma mère avec ma fille. J'ai dû attendre encore 1 mois avant d'envisager de rentrer à mon domicile conjugal. En effet, je souffrais encore beaucoup de mal aux jambes et ma rééducation ne se passait pas très bien. Malgré toute ma volonté et mes efforts, je restais cloué dans mon fauteuil roulant. Cependant, quand je dormais, chaque soir, mon esprit partait rôder autour de ma maison et j'étais pour ainsi dire au courant de ce qui se passait chez moi. J'avais été initié au Bouiti. Je ne sais pas si cela m'avait rendu sorcière, mais la nuit me permettait de me mouvoir librement, ce qui m'était impossible dans la réalité. Un soir, je vagabondais en esprit dans la chambre d'Halima et j'aperçus un trou creusé sous son lit. Halima dormait et se réveilla quand je m'approchai du trou. Je pense que cette sorcière avait senti ma présence, mais grâce au Bouiti, elle ne pouvait me voir. Je plongeai alors dans le trou, toujours en esprit, et j'y trouvai une bouteille enterrée. À l'intérieur, il y avait un petit lézard, avec exactement la tête de Kofi. Je me réveillai en sueur, dans ma chambre, chez ma mère, le cœur battant. Le lendemain, j'ai décidé de rentrer chez moi. Malgré mon handicap pour me déplacer, je n'ai pas sollicité ma mère.
La maison semblait vide et je suis rentré en jetant la poudre du bouiti par-dessus mon épaule. J'ai trouvé les lieux négligés et sales. Et quelle puanteur, quelle puanteur! On aurait dit un mélange d'urine, d'excréments, de moisis, de poubelles chez moi. Soudain, j'entends des râlements qui proviennent de la chambre de Kofi. Je suis un peu effrayé. Je continue d'avancer sur ma chaise roulante. Je pousse la porte et l'odeur qui me fouette les narines manque de me faire tomber par terre. Sur le lit, il y a un homme amaigri qui pousse des cris de détresse. Dans ses défécations et son urine, c'est bien Kofi, mon mari. Kofi, Kofi, c'est Madiba, lui dis-je alors. Halima, Halima, j'ai soif. Kofi, ce n'est pas Halima, c'est Madiba. Kofi s'est légèrement redressé sur son lit et s'est ressaisi un instant quand il a compris que c'était moi. Madiba, tu es encore venu ici pour chercher des problèmes? Retourne chez ta mère, ne me touche pas. Plusieurs épouses seraient reparties devant un tel spectacle et avec une telle attitude, abandonnant là ce tas de merde. Mais j'ai compris que tout ceci n'était que pour m'éloigner de Kofi, afin qu'il périsse comme ces sorcières l'auraient voulu. Kofi n'était plus maître de son âme. Il avait besoin d'aide. J'ai commencé à pleurer pendant qu'il m'insultait et couvrait d'éloges Halima, sa femme. Il menaça même de tuer ma mère si jamais elle se pointait là. Mais avec quelle force aurait-il pu agir, lui, un homme dégoûtant, presque mourant? Va-t'en, Madiba. Halima va venir prendre soin de moi. Ne m'approche pas. Si tu me touches, je te ferai du mal, je te l'assure. La dernière once d'amour que je ressens pour lui, le père de ma fille, me donne des forces. N'écoutant pas Kofi, qui m'abreuve d'insultes, je commence à nettoyer la chambre, puis le lit et la maison. Je suis dans le salon, exténué dans ma condition d'avoir autant travaillé. J'entends des éclats de rire provenant de l'extérieur. Halima et ma sœur Koné rentrent. Elles constatent ma présence et l'état de propreté de la maison. Je les ignore. Elles font de même, mais moi, je suis maintenant armé spirituellement. Je m'adresse à Halima. Halima, je suis revenu et au nom de mes ancêtres, dans moins d'un mois, la sorcière que tu es partira de cette maison. Les deux femmes n'ont pas réagi et sont parties dans une chambre. Je venais de rentrer chez moi et comptais bien remettre de l'ordre dans tout ce bordel. Kofi était toujours prisonnier de sa chambre. Il ne mangeait pas mes plats, mais seulement ceux d'Halima, comme il me disait lui-même. Mais depuis mon retour, Halima n'avait plus pénétré dans sa chambre. Et alors, comment Kofi se nourrissait-il? Je retrouvais mes plats intacts ou renversés par terre. Un soir, je rentrai dans sa chambre et le vis en train de dormir, tout en ouvrant et remuant la bouche à la façon de quelqu'un qui mange. Je compris alors qu'Halima le nourrissait dans la sorcellerie. C'est cette même nourriture occulte qui l'empoisonnait et le gardait sous l'emprise de cette diablesse. Je profitais qu'il ouvrait la bouche pour lui déverser un peu de poudre blanche donnée lors de la cérémonie du bouiti. Kofi s'est alors réveillé soudainement, avec les yeux rouges. Il s'est mis à vomir abondamment. Des choses étranges se trouvaient dans ses renvois, des choses noires qui bougeaient telles des sangsues. Kofi a rejeté cela pendant des heures, et l'odeur de la chambre était insoutenable. Des asticots sortaient de sa bouche. Entre deux spasmes, il respirait fort et cherchait à récupérer de l'air. Je lui donnais un peu d'eau qu'il avalait. Plusieurs jours sont passés et Kofi a commencé à reprendre des forces petit à petit. Cependant, il ne parlait pas. Il a recommencé à s'alimenter uniquement avec ce que je lui cuisinais. Halima, quant à elle,
n'avait pas baissé la garde. Elle voyait bien que son emprise sur Kofi ne marchait plus. Le poison qu'elle lui avait servi depuis des années était sorti de ses entrailles. Moi, je me sentais sereine, mais je savais que la partie n'était pas encore terminée. Un soir, j'ai fait venir à la maison Malek, le chef du village. Ma mère l'accompagnait. Il était temps de mener la bataille finale, ou du moins de porter un coup puissant à cette légion de sorciers qui avait encore la capacité de me posséder. En effet, je ressentais toujours un poids sur mes jambes et ma rééducation semblait dans une impasse. Même les médecins ne comprenaient pas pourquoi je ne guérissais pas, plus d'1 an après mon accident de la route. Dès que Malek, le grand initié au Bouiti, entra dans la maison, je tombais en transe et commençais à convulser. Les esprits de la Légion étaient décidés à détruire mon corps. Malek me jeta de la poudre blanche dessus. Lorsqu'elle entra en contact avec ma peau, je hurlai à la mort, tel un animal sauvage. Mes yeux devinrent blancs et je me recroquevillai tel un zombie, les mains crochues. Je commençai à baver et à me mordre la lèvre jusqu'au sang. J'avais pris une attitude hostile envers le maître du Bouiti. J'étais possédé par la Légion entière. Malek, très calme, ouvrit plusieurs pots en verre devant lui, contenant chacun une mixture semblable à de l'huile de palme. Il commença à s'adresser aux esprits dans une langue inconnue en leur désignant les pots. Il continua de me jeter de la poudre blanche dessus. Moi, je hurlais, mais je ne pouvais cependant l'attaquer. Je ressentais la force de 20 hommes dans mes veines et je voulais lui tordre le cou à ce maudit homme devant moi, qui m'empêchait de me mouvoir correctement. Mon corps se leva et je pliai la chaise roulante par la force de mes bras. Je la balançai ensuite sur la baie vitrée qui se brisa en 1000 morceaux. Malek continua de parler et il prononçait souvent les mêmes mots. Mokilimbembe, Mokilimbembe. À chaque fois, je sentais les forces de la Légion diminuer. Pris d'un rebond de colère ou de peur, les esprits me firent grimper au plafond, comme une araignée. Je voulais m'enfuir de la pièce et commencer à ramper. Incroyable, les capacités que cette légion avait sur la gravité, sur la matière. Malek prononça encore Mokilimbembe et je tombai au sol. Dans ma chute, je vis plusieurs petites araignées de couleurs différentes sortir de mon nez, de ma bouche et de mes oreilles. Elles furent toutes attirées dans les pots en verre et y plongèrent. Malek referma les couvercles une fois les bestioles remuant dans l'huile de palme à la sauce Bouiti. J'ouvris les yeux, allongé sur le sol. Je venais de reprendre possession de mon corps. Malek demanda à ma mère de me soutenir et de me donner de l'eau à boire. Lorsque je bus, Malek me cassa 2 œufs sur les jambes. Les jaunes devinrent immédiatement rouge vif, comme s'ils avaient absorbé une substance. Je ressentis instantanément un afflux de sang dans mes membres inférieurs, que je commençais à bouger, pour la première fois depuis longtemps. Madiba, tu peux te lever? Est-ce que tu ressens tes jambes? Me demanda Malek. Ma réponse fut positive. J'ai essayé de me lever, mais après tout ce temps, ce n'était pas évident de supporter mon poids. Cela faisait plus d'1 an et demi que je n'avais pas marché. J'étais encore très faible. Malek me dit que le travail n'était pas fini. Il avait capturé les esprits de la Légion, mais il en manquait un, bien plus puissant que tout cela réuni. En se servant de la poudre blanche, il dessina à même le sol 2 triangles entrecroisés, formant une étoile à 6 branches et entourée d'un cercle. C'était un sceau de protection et un piège redoutable pour les esprits maléfiques supérieurs. Malek m'allongea dans ce cercle avec les bras en croix. Il alluma 6 bougies qu'il plaça aux extrémités des 2 triangles. Le combat final commença. L'adepte du Bouiti versa de l'huile inflammable sur le cercle, qui prit feu.
Je sentis alors une force qui me poussait à sortir de ce piège pour elle. J'avais beau me débattre, gigoter, mon corps entier semblait ligoté par 6 puissants nœuds. J'ouvris la bouche et un râle aigu sortit de mes entrailles, suivi d'une fumée noire qui prit forme humaine. La fumée noire voulait s'échapper du cercle, mais ne parvenait pas à le franchir. Elle tournait alors autour de moi pour réintégrer mon corps sans succès. Malek lui demanda alors si elle capitulait. Elle répondit: « Je capitule, ô grand Malek, maître du Bouiti. Je quitte la possession de cette âme qui est désormais sous ta protection. Je m'appelle Yemanja. Je suis une femme sirène qui vit dans la mer. Je vais y retourner et abandonner le corps de cette innocente Alima que j'ai aussi possédée. » Tu n'iras pas dans la mer tout de suite, Yemanja. Tu vas d'abord être puni dans un de ces pots, comme les autres esprits. Rentre par le dragon des rivières, le grand Mokili Mbembe, qui est le maître des eaux et qui te commande. La fumée noire, Yemanja, rentra dans un pot en verre en sifflant tel un ballon de baudruche qui se dégonfle. Un calme se fit soudain dans la maison. La porte de la chambre d'Alima s'ouvrit et elle sortit toute dépenaillée. Si je ne la connaissais pas, j'aurais volontiers cru qu'elle était une folle, car elle était amaigrie et les cheveux dans un sale état. L'éclat de ses yeux était différent. On aurait dit que je la rencontrais pour la première fois. Cela devait être le cas, car cette pauvre fille avait aussi été utilisée par Yemanja. Soit elle l'avait invoquée sans savoir les risques qu'elle encourait, soit elle n'était qu'une pauvre victime d'une force supérieure, maléfique. Alima tenait dans la main une bouteille en plastique. À l'intérieur se trouvait un petit lézard vivant qui barbotait dans une mixture verdâtre. Étrangement, le reptile avait une petite tête humaine ressemblant exactement à celle de Kofi et une épine de rose lui était plantée dans le dos. Alima s'agenouilla et donna la bouteille à Malek. Il l'ouvrit et récupéra l'animal qui retrouva instantanément une tête de lézard. Le sort sur Kofi venait réellement de se rompre. Ma coépouse, désormais démasquée, rassembla quelques affaires et quitta la maison sur le champ, complètement déboussolée. Malek relâcha le lézard dans la nature et repartit au village avec les pots contenant ses trophées de guerre. Au petit matin, j'ai retrouvé Kofi assis seul sur son lit. Sa colonne vertébrale le faisait terriblement souffrir. Hormis ce mal de dos, une fragilité du cœur lui avait été diagnostiquée. Kofi avait recouvré peu à peu sa fière allure, mais se déplaçait maintenant à l'aide d'une canne. Il a su ce qui s'était passé et comment il avait été empoisonné à petit feu par Alima. Kofi a compris le combat que j'ai mené pour nous sauver et pour l'amour de notre fille, même si dans la bataille, j'ai perdu un enfant. J'ai récupéré toutes mes capacités physiques après quelques semaines de séances de kiné. Alima a disparu dans la nature, mais des connaissances à moi m'ont dit l'avoir vue errer vers la plage. Peut-être est-elle devenue folle, ou alors recherche-t-elle encore un autre Mami Wata. Mes liens avec ma sœur Kone se sont détériorés. J'ai appris qu'elle a déménagé à l'autre bout du pays après de multiples problèmes de santé, certainement causés par les forces du Bouiti, la magie blanche des pygmées. De toute façon, je n'ai aucune envie de savoir ce qu'elle devient. Ma mère, quant à elle, s'est radoucie vis-à-vis de son gendre. Depuis ces événements, elle a appris à ne pas être envahissante dans mon ménage. Kofi est devenu un homme encore plus attentionné qu'avant. La polygamie, il ne veut plus en entendre parler. Il a beaucoup appris de ses erreurs. 3 ans se sont écoulés depuis la fin de mon cauchemar.
J'ai repris doucement goût à la vie, mais avec toujours dans le cœur une pensée pour ma petite fille disparue. D'ailleurs, comme je suis toujours initié au Bwiti, je la vois de temps à autre, qui vient s'asseoir près de moi sur la terrasse. Et aujourd'hui, elle est là. Il me regarde allaiter mon petit bébé, son petit frère, sur lequel elle veillera. Au niveau professionnel, j'ai monté mon agence de communication qui cartonne dans la publicité et je suis autonome dans ma vie. J'ai aussi appris plusieurs leçons. Garder mon indépendance financière, ne pas tout accepter d'un homme sous prétexte des coutumes, avoir foi en la connaissance des ancêtres. La polygamie, ça va à certaines et pas à d'autres. Moi, j'ai donné. Je m'appelle Madiba, j'ai 40 ans. J'ai traversé le désert et comme mon prénom signifie l'eau, j'ai toujours été abreuvé par la bonté divine et abrité à l'ombre des ancêtres.